Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 8, seconde partie. Doucendre semblait se calmer peu à peu. Il m'a reparlé de son chien. Il avait affreusement peur qu'il ne retrouve jamais son chemin. C'était d'ailleurs la première fois qu'il s'absentait aussi longtemps. J'ai risqué timidement. Il est peut-être amoureux ? Vous savez, ça arrive, ce genre de choses. On se réveille un beau matin, et puis... Hypothèse absurde, mon cher. Je ne comprends même pas que vous osiez proférer des âneries pareilles. Si je n'avais pas pour vous des faiblesses coupables, je vous mettrais à la porte sur le champ. Sur le champ, vous m'entendez ? Avec ses trois pattes, Rantanplan fait fuir les chiennes. Il ne peut donc rien lui arriver de ce côté-là. Non, je crois tout simplement qu'il s'est perdu, cet imbécile. Il n'a pas un collier avec son nom ? Doucendre a haussé les épaules et m'a jeté un regard de mépris. Sans doute s'était-il rendu compte que je ne m'intéressais à son chien que pour meubler une conversation qui languissait de plus en plus. Non, il n'a pas de collier. Vous me prenez pour qui ? Un collier, ça ne va pas ? Pourquoi pas un petit nœud rose en satin pendant que vous y êtes ? Ou une paire de patins à roulettes ? Vous voulez peut-être aussi que je lui tricote un manteau en laine pour l'hiver ? Non mais vous me prenez pour qui enfin ? Je sais très bien que vous me haïssez. Allez, bien que j'ai pour vous une très grande compassion. Oh oui, si grande compassion. Petit salaud, il n'y a pas une parcelle d'amour en vous. Quel dommage que vous n'ayez pas vécu en Allemagne à l'époque du Troisième Reich. On aurait pu vous confier la direction d'un camp de concentration. Je suis sûr que vous auriez été parfait. Vous vous êtes vraiment trompé d'époque. Vos grandes capacités ne sont pas utilisées comme elles le mériteraient. Dommage. Vous auriez pu vous livrer à votre goût du meurtre sur une bien plus grande échelle. Si grande compassion, Jérôme, si grande compassion. Un bref instant, M. Cloret a trituré sa moustache en me souriant d'un air affable. Si grande compassion, pourtant, oui, si grande. Mon cher enfant, votre douleur en moi. Même mort, je continue à me nourrir d'elle. Et c'est pourquoi vous me voyez si bien portant, malgré notre petite dispute. Pour cette fois, Jérôme, je passe l'éponge, mais ne recommencez surtout pas. Doucendre agitait son index dans ma direction, comme à l'adresse d'un garnement qu'on menace d'une bonne correction. Car la prochaine fois, j'ai baissé les yeux, sans émettre la moindre protestation, bien trop heureux de retrouver mon ancien professeur. Je me suis excusé humblement. Je n'aurais jamais dû insulter son chien. Bien, Jérôme, oublions. Nous allons déjeuner ensemble, ça vous apprendra. J'ai du pâté, des œufs, encore quelques bonnes bouteilles de Saint-Émilion. Comme dessert, un camembert. Bien, quand nous aurons fini, vous me raccompagnerez au collège. Ensuite, quartier libre. Jusqu'à quelle heure, monsieur ? Je ne vous fixe pas d'heure, mon petit. Vous pourrez faire ce qu'il vous plaît. Même aller voir un porno si vous en avez envie. Vous êtes libre. Si vous saviez combien vous m'êtes indifférent. J'ai remercié Doucendre pour son invitation. De toute manière, il n'était même pas question de refuser ou de se faire prier. J'étais prisonnier, en somme, et on me le faisait bien sentir. Aidez-moi donc à mettre le couvert, puisque vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Rendez-vous utile, une fois au moins dans votre vie. Il m'a prié sèchement de le suivre dans la cuisine. Là, il m'a tendu d'un geste autoritaire 2 assiettes et des couverts. « Est-ce que vous aimez la crème d'anchois ? Répondez. » Ce n'était pas le moment de le contrarier, je le sentais bien. J'ai dit oui, précipitamment, d'un ton un peu flagorneur. Il a semblé se radoucir. J'ai mis le couvert sans rien dire. Doucendre, lui aussi, était muet maintenant. Je me sentais de plus en plus angoissé. Ce que je redoutais le plus, c'était une nouvelle intervention de M. Cloret. Il n'y avait plus le moindre doute. Doucendre était son complice. Il lui offrait l'hospitalité. Pis, il lui prêtait son corps, sa voix. La sueur commençait à ruisseler sur mon front. J'étouffais. J'ai desserré ma cravate et je me suis senti un peu mieux. Les murs avaient cessé de se rapprocher. J'espérais que mon ancien professeur n'avait pas remarqué mon trouble, car il en aurait peut-être profité pour m'écraser davantage. Comme un suspect que la police a cuisiné plusieurs nuits de suite et qui, les nerfs à bout, est sur le point de tout avouer, même des forfaits imaginaires, je me sentais prêt à craquer. Déjà, je préparais ma défense. Je me cherchais des circonstances atténuantes. La couleur du chandail de M. Cloret,
sa répugnante cravate rose, son odeur d'huile rance, son obstination imbécile à vouloir me faire travailler à tout prix dans un centre pour débiles mentaux, et puis cette douleur lancinante dans ma tête, peu de temps avant que je mette les mains autour de son cou. Doucendre m'a désigné ma chaise d'un geste autoritaire. « Mettez-vous à table, Jérôme, je vous en prie. » Son humour, si on peut appeler humour cette cruauté feutrée et rampante, me donnait plutôt froid dans le dos. Je me suis assis sur le rebord de ma chaise, timidement, comme un écolier qui redoute d'être envoyé au tableau. Si grande compassion, Jérôme, si grande. Je n'osais pas regarder Doucendre en face, tant j'avais peur de retrouver sur son visage la moustache blonde de Monsieur Cloret. La crème d'anchois, voyez-vous, mon petit, ça se mange avec du pain de seigle, et un peu de beurre, naturellement. Regardez bien comment je fais. Je saisis mon couteau par le manche, pas par la lame, attention, et je commence à couper soigneusement les tranches de pain. Du beau travail, non? La lame a été aiguisée hier, idéale pour découper sa femme en tranches très fines. Il s'est mis à rire d'un rire forcé, nerveux, et même légèrement vulgaire que je ne lui connaissais pas. Le tout est de ne pas s'énerver. Trancher la tranche bien droit, à peine 2 ou 3 millimètres, et voilà, le tour est joué. Vous voyez ce tube, mon cher Jérôme? Eh bien, par une simple pression de mon pouce et de mon index, j'en fais jaillir une superbe crème d'anchois, bien marron, bien gluante, on dirait de la merde, oui, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, je dépose cette merde dans votre assiette et je vous dis, Jérôme, mangez-la. Doucendre a tapé du poing sur la table. Mangez, mangez, mon petit, sinon... J'ai préféré entrer dans son jeu, car j'avais bien trop peur qu'il ne donne de nouveau asile à Monsieur Cloret. Je me suis penché sur l'assiette et j'ai mangé la crème d'anchois à petits coups de langue. Doucendre m'a regardé longuement, les yeux brillants. « C'est bon, hein? Vous aimez ça? Vous êtes un bon garçon, docile, déférent. Nous vous aimons bien, nous, les morts. Vous êtes notre enfant préféré. Nous n'avons pas de rancune. Vous ne fleurissez pas souvent nos tombes, certes, mais nous n'avons pas de rancune. Nous vous sommes tellement supérieurs. Encore un peu, Jérôme? Oui, oui, si cela ne vous dérange pas trop. » Doucendre voulait sans doute savoir jusqu'où j'étais capable de descendre. Il n'y avait aucune raison de le décevoir, surtout que j'étais mort de peur. Vous êtes obéissant, nous en tiendrons compte. Et puis l'humiliation me procurait toujours un vertige étrange. Fameux, monsieur Doucendre, fameux. Vous n'en auriez pas encore un peu? C'est tellement bon, cette saveur. Encore un peu. Donnez, donnez. Il a écrasé le tube entre ses deux mains, et la crème d'anchois m'a giclé à la figure. Doucendre a éclaté de rire. Il riait tellement qu'il a été obligé de poser sa tête sur la table. Je me suis essuyé en me passant la main sur le visage, et je me suis mis à rire, moi aussi. Mon bienfaiteur s'est redressé, il a séché ses larmes, puis m'a tendu son mouchoir. « Allez-y, il est dégueulasse, mais ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas, il ne vous en sera pas tenu rigueur. Car nous savons, nous aussi, faire la part des choses. Si grande compassion, si grande, oh oui. Il n'y a guère que les morts pour compatir ainsi aux souffrances des vivants. Je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, mon cher, mais cela n'a pas grande importance. Revenons sur terre. Décidément, on ne peut pas y échapper, même nous. Si vous aviez vu votre tête quand la crème d'anchois a giclé, une apparition au fond d'une cuvette de water. » Doucendre s'est remis à pleurer de rire, convulsivement. Je commençais à croire qu'il ne m'estimait pas tellement. Il a commencé à essayer, timidement d'abord, d'imiter le bruit du tube de crème d'anchois en train de se vider. Puis il s'est enhardi. Slorch, squinch, flunch, zuit, fiche. Il tentait de remonter le cours du temps. Il se tordait comme un damné en se gargarisant d'onomatopées. Il était peut-être en train de devenir fou, tout simplement. Après tout, c'était son problème. Moi, je n'avais pas grand-chose à voir dans tout ça. Fuite, fuite, suite, fuite. Je me suis levé de table le plus discrètement possible. Visiblement, Doucendre s'énervait. Ses bruits de bouche étaient de plus en plus bruyants, mais à chaque fois, il s'éloignait un peu plus de son modèle. Il ne parvenait pas à retrouver le temps perdu. La pureté originelle n'était plus qu'un rêve infiniment lointain. Quand j'ai posé la main sur le loquet de la porte, j'ai eu envie de me mettre à pleurer de joie.
Les murs de ma prison s'écroulaient enfin. Mon bonheur a été de courte durée. Une poigne de fer s'est abattue sur moi et m'a forcé à revenir à ma place. Je n'aurais jamais imaginé que mon ancien professeur, si frêle d'aspect, fût aussi vigoureux. Cela confirmait ce que je ressentais confusément depuis pas mal de temps déjà. Doucendre avait un allié. Pour le moment, en tout cas, il avait renoncé à se prendre pour un tube de crème d'anchois en train de se vider. Il semblait même un peu confus. Je vous demande de m'excuser, mon cher Jérôme, je me suis laissé aller à mon goût à des plaisanteries idiotes. Vous avez dû croire que je vous en voulais, ce qui est complètement faux. Je suis bien trop intelligent pour en vouloir à qui que ce soit. Ne croyez surtout pas que j'ai cherché à me venger de l'humiliation que vous m'avez imposée au café. Non, non, ce n'est pas mon genre. Je vous assure. Qu'allez-vous imaginer? Ce n'est pas notre genre, d'une manière générale. Alors ne vous tracassez pas. Continuez à ramper. Il ne vous sera fait aucun mal. À quoi bon s'attaquer à un lézard? Notre compassion est grande. Grande, oui, si grande qu'elle recouvre les vivants d'une immense nappe de brouillard blanc. Avouez quand même que tout à l'heure, lorsque je découpais méticuleusement mon pain de seigle, un très court instant, vous avez cru que j'allais vous sauter dessus et vous trancher la gorge. C'est peut-être ce que vous souhaitiez confusément d'ailleurs. Il agitait devant mon visage ses mains fines de pianiste. Votre vieille obsession dostoïevskienne qui reparaissait. Je vous avais bien dit autrefois de vous méfier. Il s'échappe parfois, d'entre les pages d'un livre, d'étranges créatures. Au fait, est-ce que vous considérez toujours Paris comme un faubourg de Saint-Pétersbourg? Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir, monsieur, excusez-moi. Je n'ai jamais dit des choses pareilles. Et d'ailleurs, je peux jurer sur la tête de ma mère que je n'ai jamais lu une ligne de cet écrivain russe dont vous me rebattez les oreilles depuis ce matin. Je suis de plus en plus persuadé que vous me confondez avec un autre de vos anciens élèves. Une vieille théorie affirme que chaque être humain possède un sosie, une sorte de jumeau dans un coin du monde. Dans le cas présent, sans doute, les sosies se sont trouvés dans la même ville, c'est tout. Ils ont fait leurs études dans le même collège, à quelques années d'intervalle, voilà. Pas plus compliqué que ça. Doucendre me regardait d'un air de plus en plus incrédule, en tapotant nerveusement sur la table. Oui, bien sûr, je vois. Votre interprétation est lumineuse. Je suis étonné de ne pas. Enfin, bref, je vois. J'avais l'impression maintenant d'être assis en face d'un psychiatre qui écoute d'un air paternaliste et vaguement ennuyé les élucubrations de son patient, tout en pensant voluptueusement au billet de 10 000 que sa bouche vorace ne va pas tarder à engloutir. J'avais déjà ressenti ce malaise indéfinissable lors des nombreux examens que l'on m'avait fait passer. Ce sentiment atroce de n'être plus qu'un objet bizarre qui passe de main en main et que l'on retourne dans tous les sens pour voir à quoi il peut bien servir. Tout ce que je pouvais dire, alors, se retournait contre moi. Les réflexions les plus anodines étaient interprétées comme un signe de démence. On se livrait sur moi à un meurtre rituel. Les officiants tournaient autour de moi en silence, puis ils s'asseyaient et se concertaient à voix basse. Ces chuchotements me remplissaient de terreur. J'étais prêt à avouer n'importe quel forfait pour ne pas troubler le déroulement de la cérémonie. Crapuleuse magie. La loi protégeait ces assassinats perpétrés dans l'ombre. Il n'y avait ni couteau, ni garrot, ni merlin, ni chevalet, ni baignoire, mais d'autres instruments de supplice, aux noms exotiques. Serflusine, allopérudol, bandosinol, téramysine, méprodinase, tosinan, tranxtune, dallium, bousine, néju-néju, sardane, librione, équinale. Les vents alizés soufflaient encore lorsque Doucendre a débouché une nouvelle bouteille de Saint-Émilion. Il a bu avidement au goulot, puis il m'a tendu la bouteille. À vous, faites-lui honneur. J'aime que mes amis soient heureux. Il faut. 43 jours, oui, plus que 43 jours, mais ce n'est pas une raison. Que diable, il ne faut pas. J'ai bu une bonne gorgée de vin. 43, vous vous rendez compte? Et j'ai encore le courage de plaisanter. Un rien m'amuse. Facétie, petit rire. Je m'appelle Doucendre, Louis Doucendre. Né le, mort le, priez pour lui. Vous qui passez près de sa tombe, n'accélérez pas le pas, même s'il se met à pleuvoir. Juste un regard, il ne vous sera fait aucun mal. Nous ne maltraitons jamais les vivants. Dans nos caveaux moussus, feuillus, nous n'avons pas de rancune. Encore une gorgée, Jérôme. Je vous assure,
Le Saint-Émilion ne peut pas vous faire de mal. Même les médecins le recommandent. Plus que jamais, je me sentais fermement déterminé à appliquer le mot d'ordre de Solange. Méfie-toi. Tous les matins, revais une armure et garde-la jusqu'au soir. Non, non, Jérôme, vous n'allez pas me fausser compagnie en plein milieu du repas. On ne fait pas ça à son vieux professeur de français. Goûtez plutôt ce merveilleux foie gras. C'est une vieille tante qui me l'a expédié du sud-ouest. Un pur chef-d'œuvre. Son humour le ravissait visiblement. Peut-être recherchait-il la bêtise, le mauvais goût, avec une joie amère. Il riait aux éclats. Goûtez, goûtez, il y a de la truffe là-dedans, mon vieux. Ça vient du Périgord. Vous ne mangerez pas tous les jours un foie gras de cette qualité. Je n'ai pas tellement faim. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur. Je ne mets pas en doute l'excellence de ce foie gras, mais je me contenterai d'un peu de pain de seigle. Ce sera meilleur pour ma ligne. N'oubliez pas que je fais déjà 1,50 m de tour de taille. Encore 40 centimètres, et je serai presque aussi large que haut. Alors je ne pourrai plus séduire les gamines, même en les payant très cher, et ma vie sera fichue. J'ai essayé de faire un effort pour faire naître un sourire sur mes lèvres, mais j'ai juste réussi à esquisser une grimace crispée qui a eu le don de redoubler l'hilarité de mon ancien professeur. Brusquement, il s'est mis à taper du poing sur la table. Les assiettes ont tremblé et j'ai tenté de les calmer en posant mes mains à plat sur chacune d'elles. Quand elles ont arrêté leur danse de Saint-Guy, j'ai éprouvé un immense sentiment de fierté et mon angoisse, comme par magie, s'est évanouie. Après tout, tant pis, je prends le risque, monsieur, et je goûte ce superbe foie gras. Fameux, en effet, je dois l'avouer. Je ne connaissais pas. D'une telle qualité, il faut dire, rien d'approchant, je ne connaissais pas. Si bien répartie la truffe. Je me suis mise à pleurer de joie. Verte région du Périgord, patrie des chênes et des chiens truffiers, salut. Et vous, fiers enfants des régions pluvieuses, joli couteau chez vous, monsieur Doucendre, bien aiguisé, bravo. J'ai effleuré la lame. Joli. Vous êtes un connaisseur. Oui, oui, j'ai toujours aimé l'acier bien tranchant. C'est net, c'est pur, ça ne ment pas, ça ne se corrompt pas. Encore un petit coup de Saint-Émilion ? La bouteille, maintenant, passait de main en main. C'était un peu comme l'échange du sang, autrefois quand on était gosse. Plus rien ne comptait alors, c'était l'éternité. Ce pauvre chien. Voilà qu'il me tracasse de nouveau. L'imbécile, il n'a aucune défense. Même les siamois lui font peur. Il leur obéit au doigt et à l'œil, figurez-vous. Monsieur Micawber et Humpty Dumpty font régner la terreur ici. Et croyez-moi, ils sont sans pitié. Dès que le malheureux a fait une bêtise, ils lui sautent dessus et le mordent. Quant à Paolina, elle est encore plus cruelle, une vraie teigne, comme toutes les femelles. Je suis bien content qu'elle ait fichu le camp par la fenêtre, soyez-en sûrs. C'est le vieux misogyne qui vous parle. On la retrouvera bien assez tôt, allez. Le regard que Doucendre m'a jeté alors m'a incité à rester plus que jamais sur mes gardes. Mais oui, bien assez tôt, ne vous tracassez pas pour si peu, mon cher. J'ai peur que cet imbécile de Caco... Enfin, oui, pourquoi vous le cachez ? Souvent, pour s'amuser, les gosses du quartier... Il n'a pas terminé sa phrase. Mais l'idée qu'il n'avait pas complètement exprimée semblait lui avoir coupé définitivement l'appétit. Il a repoussé loin de lui la boîte de foie gras. Mais pourquoi donc, Jérôme ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'interrogation était devenue une affirmation péremptoire, prononcée d'une voix haineuse. J'ai balbutié d'une voix pâteuse. C'est peut-être parce que... La suite de ma phrase s'est perdue dans un brouillamini honteux qui n'a fait que décupler la colère de mon ancien professeur. Parce que quoi ? Mais enfin, cessez d'éluder mes questions, mon vieux. C'est agaçant à la fin. Où voulez-vous en venir ? Si j'avais pu le savoir, me suis-je dit. Si j'avais pu le savoir. Si seulement. Il n'y avait pas de questions bien précises. Alors, comment aurais-je pu donner une réponse satisfaisante ? Moi qui avais déjà tant de mal à mettre un peu d'ordre dans mes pauvres pensées. Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, ne m'en voulez pas. J'ai baissé la tête honteusement. Il n'y avait rien à faire. Devant lui, je n'arrivais pas à me comporter autrement qu'un bon écolier soucieux de s'attirer les bonnes grâces du professeur. Lentement, mon angoisse refaisait surface. Je me sentais de plus en plus coupable de ne pouvoir donner une réponse satisfaisante à monsieur Doucendre, qui était si bon, si indulgent avec moi. Ce n'était pas la question qui était floue. Je m'en rendais compte maintenant. C'était moi, avec mon cerveau infirme, qui ne l'avais pas comprise. Solange m'avait suffisamment répété que j'étais une nullité.
Elle avait fini par me convaincre. « Eh bien, Jérôme, m'a dit sèchement Doucendre, puisque vous ne voulez pas me répondre, changeons de sujet, tant pis. Mais le chien, vous aviez dit Rantanplan. Et maintenant Kako, comment savoir? Je n'y comprends plus rien. Tout change si vite. Je n'arrive pas à m'habituer, pardonnez-moi. » Doucendre s'est raidi. « Je n'ai jamais prononcé le nom de Rantanplan. Vous lisez trop de bandes dessinées, mon vieux. Il a toujours été question de Kako. Voyons, enfin, décidément, vous ne comprenez rien. Remarquez, je ne vous en veux pas. Après tout, je vous ai peut-être un peu surestimé. Ça arrive même à des gens très bien de faire de telles erreurs. Je vous demande très humblement pardon d'avoir placé la barre un peu trop haut. En tout cas, je vous assure, maintenant, Jérôme, je n'ai plus faim du tout. J'ai beau faire, pas moyen de chasser ce pauvre Kako de mon esprit. Et puis, je me demande vraiment comment je vais arriver à supporter mes petits singes cet après-midi. Je crois bien que je ne suis pas encore assez saoul. Heureusement, je n'ai qu'une heure de cours. Mon séjour en Amazonie ne va pas durer très longtemps. » Doucendre a débouché une autre bouteille de Saint-Émilion. « Vous avez entendu ce bruit, Jérôme? Pas facile à imiter. Il faudrait des années de travail pour arriver à le reproduire correctement. Et encore. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, car le bruit varie avec la marque des vins, la forme des bouteilles, la qualité des bouchons. Alors vous parlez d'un boulot? Enfin, je ne suis pas bruiteur, moi, mon vieux. Alors cessez d'être aussi exigeant. Je fais ce que je peux. Et je n'ai de leçons à recevoir de personne. De personne, vous m'entendez? Surtout pas de vous. Gardez vos commentaires pour vous désormais, jeune homme. » Doucendre s'est tu un instant, puis il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai eu alors l'impression qu'il faisait un effort immense pour ne pas pleurer. « Pourquoi faut-il donc, Jérôme, qu'il y ait un tel écart entre les rêves de notre jeunesse et la vie misérable, dégradée, que nous subissons ensuite comme une maladie incurable? Nous sommes vieillis, flétris, souillés. Nous n'avons même plus le courage d'essuyer les crachats que nous recevons tous les jours. Nous ne croyons plus en rien. Nous n'osons même plus regarder notre prochain dans les yeux. Et surtout, nous n'avons plus envie de vivre, car notre propre image nous fait horreur. » J'ai eu envie de faire remarquer à Doucendre qu'il avait déjà exprimé ses idées à plusieurs reprises, mais je me suis tu, car j'ai eu peur qu'il redevienne agressif. À force de me taire, j'avais l'impression de ne plus exister. Je devenais de plus en plus mince, ô miracle, presque transparent, comme ces collégiennes que le mauvais vent emporte au début de l'hiver sur les boulevards, et alors toutes les lumières s'éteignent et on est plongé dans une très grande nuit. On ne mûrit pas, Jérôme, on pourrit, on durcit par plaques. Ce n'est pas de moi, rassurez-vous. D'ailleurs, je suis absolument incapable d'avoir une pensée personnelle. C'est comme ça, si on peut appliquer ce terme à un type aussi médiocre que moi. C'est de Sainte-Beuve. » Il s'adonnait de nouveau à sa drogue, la citation. Il était incorrigible, comme M. Cloret. S'il ne trouvait pas refuge chez un grand homme, il n'avait plus nulle part où aller. Il raflait tout ce qui pouvait l'aider un peu. Béquilles, échasses, prothèses, tabourets en caoutchouc, bombes à retardement, vieux préservatifs à moitié crevés jetés dans un terrain vague ou dans un caniveau, casseroles percées, boîtes de cassoulets entamées, yaourts avariés, dentiers, godemichets, anus artificiels. Car Jérôme, vous le croirez ou pas, mais il m'est arrivé un jour, c'était un matin d'automne, j'avais à peine 15 ans, et alors là, oui, il m'est arrivé de... Il s'est tu brusquement et il a fondu en larmes. Vous ne pouvez pas comprendre. Was wir sind ist nichts, was wir suchen ist alles. Nous ne sommes rien, mais ce que nous cherchons est tout. Il sanglotait de plus belle. 43 jours, vous vous rendez compte? Et les mains vides. J'ai cherché pourtant, mais non, rien. Si grande compassion, Jérôme, si grande. Fleurissez ma tombe, n'oubliez pas, fleurissez. Encore un peu de foie gras? Non, vous êtes un peu comme moi, vous n'avez aucun appétit. Le dégoût vous l'a ôté. Les corbeaux vous arrachent la nourriture de la bouche et vous n'avez plus le courage de faire le moindre geste. C'est ainsi. Wir sind nichts. 43 jours. Pourvu que je retrouve ce pauvre Kako avant ma mort. S'il ne s'était pas contenté de lui attacher les pattes, mais s'il les lui avait coupées, vous imaginez un peu, Jérôme, la pauvre bête se traînant sur le sol, roulant à droite et à gauche comme une vieille boîte de conserve ou une vieille saucisse? Doucendre s'essuyait de temps en temps les yeux avec le bout de la nappe.
Il attendait peut-être que je le console, mais je n'ai pas esquissé le moindre geste. Le repas est fini, allons-nous-en, Jérôme. Il est à peine 1h30, mais je commence à étouffer ici maintenant. Je serai en avance au collège, tant pis, nous ferons un petit billard électrique en attendant. Qu'en dites-vous ? La délivrance s'approchait enfin. J'ai sauté sur l'occasion qui m'était offerte de fausser compagnie à mon geôlier et de retrouver l'air libre. J'en dis que c'est une idée formidable, monsieur. Je suis ravi que vous l'ayez eue. Ma précipitation à accepter sa proposition a eu l'air de le choquer. Vous ne vous plaisez donc pas chez moi, Jérôme ? Et pourquoi donc, s'il vous plaît ? C'est précisément le contraire, monsieur. Je me suis bien amusé. Encore que, comment dire, si nous avions été seuls, tous les deux, mon plaisir eût été sans mélange. Mais il m'a semblé... Je ne sais pas. J'ai du mal à m'exprimer. Ce que je ressens est si confus. Ma terreur est si vague, si précise. Vous auriez dû me prévenir que vous aviez un invité. Votre crapuleuse magie me donne la nausée. Vous n'êtes pas un adversaire loyal. Je n'ai jamais rencontré un adversaire loyal. Rien que des masques en caoutchouc qu'une main monstrueuse déforme sans arrêt. On se sert de vous, monsieur Doucendre. J'en suis persuadé. Vous êtes loyal. Vous êtes un ami. Pardonnez-moi. Je pense simplement que vous ne devriez pas héberger certaines personnes. On vous manipule en douce et vous ne vous en rendez même pas compte. On vous parasite, comme un vieux poste de radio quand il y a de l'orage. Dites-moi que vous ne vous prêtez pas à ce jeu-là. Dites, rassurez-moi. J'ai besoin de savoir. Doucendre m'a pris par le bras et m'a tiré violemment vers lui. Il m'a embrassé sur la bouche, puis il s'est éloigné de moi. Instinctivement, j'ai passé ma main droite sur mes lèvres. Je devais avoir une expression de profond dégoût, car Doucendre a baissé la tête. Il a murmuré. « Je voulais que vous ayez un souvenir de moi. Puissais-je, par ce baiser, vous protéger de la folie qui vous menace. Je ne vous ai pas tendu un piège, Jérôme. Je n'héberge personne, à part mes chats et ce pauvre Caco. Moi qui suis mort déjà, j'ai envie de vous dire, espérez. Plus d'espérance. Allez, venez, espérez malgré tout. Plus d'espérance. » En allant vers la porte, je me suis arrêté malgré moi devant une petite reproduction en noir et blanc, fixée sur un mur avec une punaise. Je ne parvenais pas à en détacher mon regard. « Vous aimez Friedrich, Jérôme ? Vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir. Il y a peu de peintres qui m'émeuvent autant que cet Allemand. Ce sentiment de solitude, l'effroi, une joie mystérieuse rôde malgré tout. J'ai parfois retrouvé, rarement, on s'y perd. C'est sur la mort, vers la fin de sa vie. Dreyer aussi. Le tableau s'appelle « Les blanches falaises de Rügen ». Les personnages de Friedrich sont toujours vus de dos ou de trois quarts, absorbés dans une contemplation silencieuse. Le secret est leur royaume. Ils pensent à autre chose. Ils sont ailleurs. On ne peut pas assurer qu'ils soient vivants. Enfin moi, je ne l'affirmerai pas. Vous savez, monsieur, c'est sur la mort, Jérôme. C'est sur la mort, rappelez-vous. Vous savez, monsieur, je n'ai jamais entendu parler de ce peintre, mais... Sur la mort. Mais il y a quelque chose dans ce paysage qui m'attire mystérieusement. En même temps, comment vous dire, il m'attire mystérieusement. Non, je voulais dire, excusez-moi, en même temps il m'angoisse. Comme s'il contenait une menace imprécise. C'est peut-être cet homme aux tricornes vu de dos qui me trouble. Que peut-il bien regarder ? Son compagnon ? Mais est-ce vraiment son compagnon ? Prosterné dans l'herbe, semble ramper vers la jeune femme aux bras levés. Pour l'étrangler ? Pour la violenter ? Comment savoir ? Et elle, que désigne-t-elle de son index ? Quelle réalité terrifiante dérobée à notre regard ? Et pourquoi donc, monsieur, les rochers ont-ils l'air de poignards prêts à s'enfoncer dans la gorge de celui qui regarde le tableau ? Si un jour ces trois fantômes, car ce sont des créatures d'un autre monde, j'en suis à peu près persuadé, se retournaient brusquement vers nous, que feriez-vous ? Vous ne devriez pas garder chez vous cette reproduction. Croyez-moi, déchirez-la, et vite. Sortons.